Parle, Konaté. Qu'est-ce qui ronge ton âme au point de te conduire chez moi? Mon frère, Bakary, il m'éclipse. Partout où je vais, on ne parle que de lui. Mon propre père le préfère. Le roi lui offre ce qui devrait me revenir à moi, l'aîné. Je ne peux plus le supporter. Je veux qu'il disparaisse, qu'il parte loin, qu'il ne revienne jamais, qu'on oublie son existence. Il y a des histoires qui traversent les siècles comme le fleuve Niger traverse les terres du Mali. Des histoires où la jalousie tisse sa toile noire. Des histoires où le destin frappe ceux qui croient pouvoir le contrôler. Des histoires qui nous enseignent que ce qui est écrit dans les étoiles ne peut être effacé par la main des hommes. Voici l'histoire de Bakary, l'histoire d'un jeune homme trop brillant pour son propre bien, l'histoire d'un frère consumé par l'envie, et l'histoire d'un destin qui ne se laisse pas détourner. Il y a bien longtemps, bien avant que les colons ne tracent leurs frontières, bien avant que les canons ne résonnent sur le Niger, existait une cité prospère. Ségou, capitale du royaume Bambara, joyau sur les rives du grand fleuve. Ségou n'était pas une ville ordinaire. C'était le cœur battant du commerce en Afrique de l'Ouest. Des caravanes venues du Sahara y apportaient le sel blanc comme neige. Des marchands mandingues descendaient avec l'or de bourrée. Des peuls amenaient leur bétail aux cornes immenses. Des Songhais apportaient les tissus de Tombouctou. Dans les ruelles de Ségou, on parlait toutes les langues. Le Bambara, bien sûr, mais aussi le Peul, le Songhai, le Soninké, l'arabe des marabouts. Les choris changèrent de main. Les contrats se scellaient. Les fortunes se faisaient et se défaisaient. Et au cœur de cette cité florissante vivait une famille noble, une famille respectée, une famille bénie par les ancêtres. La famille de Dantigui Koulibaly, grand commerçant et conseiller du roi de Ségou. Dantigui avait 2 fils, Konaté, l'aîné. Grand, fort, le visage dur comme la latérite, destiné à hériter de l'empire commercial de son père, et Bakary, le cadet. Bakary n'avait que 16 ans, mais déjà tous Ségou parlaient de lui. Non pas parce qu'il était le plus fort. Konaté le dépassait en muscles. Non pas parce qu'il était le plus riche. L'héritage irait d'abord à l'aîné, mais parce que Bakary possédait quelque chose de plus rare que l'or de bourrée. L'intelligence. Quand les marchands venus de Djenné discutaient affaires avec son père, c'était Bakary qui repérait les failles dans les contrats. Lui qui calculait mentalement les marges. Lui qui suggérait les meilleures routes commerciales. Un vieux marchand, admiratif, s'exclama « Dantigui, ton fils cadet a l'esprit aussi vif que le faucon à l'œil perçant. À 16 ans, il comprend le commerce mieux que des hommes de 40 ans. » Quand les marabouts venaient de Tombouctou, c'était Bakary qui les questionnait sur les mathématiques arabes, sur l'astronomie, sur la médecine. Et il apprenait tout, retenait tout, comprenait tout. Cet enfant a été touché par la baraka, déclara un marabout impressionné. Sa mémoire est comme le sable du désert qui garde chaque empreinte. Quand les griots racontèrent les épopées des anciens rois, c'était Bakary qui posait les questions les plus profondes. Qui comprenait les leçons cachées, qui tirait la sagesse des histoires anciennes. Bakary, fils de Dantigui, tu es né avec la sagesse des ancêtres dans l'âme. Tu iras loin, très loin, déclara l'un des griots. Mais ce n'était pas seulement son intelligence qui faisait aimer Bakary. C'était son cœur. Au marché, il aidait les vieilles femmes à porter leurs calebasses. Dans les rues, il distribuait du mil aux mendiants. Chez lui, il traitait les serviteurs avec le même respect que les nobles. Ce garçon a le cœur aussi pur que l'eau du puits sacré. Que les ancêtres le protègent, pria une vieille femme, émue. Bakary était aimé, admiré, respecté. Même le roi d'Amonzone, le puissant souverain de Ségou, avait dit un jour « Dantigui, ton fils cadet fera honneur à notre royaume. Je vois en lui un futur grand conseiller, peut-être même plus. » Tout le monde aimait Bakary. Tout le monde. Sauf un. Konaté, l'aîné, regardait son frère cadet avec des yeux de plus en plus sombres. Chaque compliment adressé à Bakary était un couteau dans son cœur. Chaque sourire que son frère recevait était du poison dans ses veines. Chaque fois que quelqu'un disait « Bakary est exceptionnel », Konaté entendait « Konaté n'est rien ». Un soir, alors que toute la famille dînait sous la véranda, le père d'Antigui fit une annonce. « J'ai de grandes nouvelles, mes fils. Le roi d'Amonzone m'a fait un honneur immense. Il souhaite que Bakary rejoigne son conseil des sages. À 16 ans, c'est sans précédent. » La mère pleura de bonheur.
Les sœurs embrassèrent Bakary. Les serviteurs applaudirent. Mais Konaté serra les poings sous la table jusqu'à ce que ses ongles s'enfoncent dans ses paumes. Encore lui, toujours lui, le petit prodige, le génie, l'enfant béni, et moi, l'aîné, l'héritier légitime, je suis invisible, je suis l'ombre de mon cadet. C'est insupportable, intolérable, cela doit cesser. Cette nuit-là, Konaté ne dormit pas. Il regardait les étoiles à travers la fenêtre de sa case et dans son cœur grandissait quelque chose de noir, de tordu, de terrible. La jalousie. Cette maladie de l'âme qui transforme les frères en ennemis, qui change l'amour en haine, qui fait commettre l'irréparable. Le proverbe Bambara dit « Nafa ka di kabo mogo jugu la ». La jalousie peut sortir même d'un homme bon. Et Konaté n'était pas mauvais, pas au début. Il était simplement humain, faible, consumé par l'envie. Au matin, sa décision était prise. 3 nuits plus tard, Konaté quitta discrètement la concession familiale. Il marcha longtemps dans l'obscurité, s'éloignant de ses goûts, s'enfonçant dans la brousse. Là où les gens honnêtes ne vont pas. Là où les âmes perdues cherchent des solutions interdites. Là où vivent les féticheurs. La case du féticheur Tiekura était cachée au cœur d'un bosquet de baobabs morts. Autour d'elle pendèrent des gris-gris, des ossements, des amulettes qui tintaient dans le vent nocturne comme des cloches funèbres. Konaté s'arrêta devant l'entrée, le cœur battant. Il pouvait encore reculer, rentrer chez lui, accepter la grandeur de son frère avec dignité. Mais l'envie était plus forte. « Tiekura, maître des forces obscures, je viens chercher ton aide !» déclara Konaté d'une voix tremblante. Un rire rauque s'éleva de l'intérieur de la case. Le féticheur, d'une voix gutturale et inquiétante, répondit « Konaté, fils de Dantigui, je t'attendais. Les esprits m'ont murmuré ton nom il y a 3 nuits. Entre, mais sache que ce que tu demanderas aura un prix. » À l'intérieur, la case empestait les herbes séchées, le sang coagulé, les sacrifices anciens. Des bougies tremblotantes projetaient des ombres dansantes sur les murs. Tiekura était assis en tailleur, le visage scarifié, les yeux injectés de sang, le corps couvert de poudre et de corysse. « Parle, Konaté, qu'est-ce qui ronge ton âme au point de te conduire chez moi ?» Konaté hésita. Puis les mots jaillirent, comme du pus d'une plaie infectée. « Mon frère, Bakary, il m'éclipse. Partout où je vais, on ne parle que de lui. Mon propre père le préfère. Le roi lui offre ce qui devrait me revenir à moi, l'aîné. Je ne peux plus le supporter. Je veux qu'il disparaisse, qu'il parte loin, qu'il ne revienne jamais, qu'on oublie son existence. » Le féticheur le regarda longuement, ses yeux brillants d'une lueur malsaine. « Tu veux que ton frère disparaisse, sans mourir, car le tuer attirerait la malédiction des ancêtres sur toi. Tu es malin, Konaté, ou lâche, ou les deux. Cela peut se faire, mais le prix sera lourd. Je paierai, dis-moi ce qu'il faut. » Le féticheur sourit, révélant des dents limées en pointe. « 3 choses. D'abord, apporte-moi 10 coryces en or. Ensuite, un boubou porté par ton frère. Enfin, un cheveu de sa tête coupé pendant son sommeil. Avec ces 3 éléments, je tisserai un sortilège. Ton frère partira, loin, très loin, si loin que personne à ses goûts ne se souviendra même de son visage. Il vivra mais comme un fantôme, effacé, oublié. » Konaté sentit un frisson glacé parcourir son échine. C'était de la sorcellerie noire, du blasphème, une trahison contre le sang. Mais la jalousie avait déjà pourri son jugement. « Je le ferai. Dans 3 jours, tu auras ce que tu demandes, » dit-il d'une voix décidée. 3 nuits plus tard, Konaté se glissa silencieusement dans la case de son frère. Bakary dormait profondément, un sourire paisible sur les lèvres. Innocent, sans méfiance, aimant son frère aîné comme il avait toujours fait. Konaté s'approcha, tenant entre ses doigts tremblants un petit couteau aiguisé. « C'est juste un cheveu, ce n'est rien, un simple cheveu, » se disait-il, mais sa main tremblait, car au fond de lui, une voix criait. La voix de sa conscience, la voix des ancêtres, la voix qui savait que ce qu'il s'apprêtait à faire était monstrueux. Bakary remua dans son sommeil, murmura quelque chose. « Konaté, mon frère, je suis fier de toi. » Ces mots auraient dû arrêter Konaté. Ces mots auraient dû le faire reculer, pleurer, demander pardon.
Mais la jalousie est sourde. D'un geste rapide, Konaté coupa un cheveu de son frère et s'enfuit dans la nuit. Le féticheur Tiekura prit les 3 objets que Konaté avait apportés. Les 10 coris en or brillaient dans la lumière du feu. Le boubou de Bakary, imprégné de son odeur, de son essence. Et le cheveu, un simple cheveu, mais dans les mains d'un féticheur, un cheveu peut devenir une arme. Esprit du vent qui emporte. Esprit du fleuve qui éloigne. Esprit du sable qui efface. Écoutez ma voix. Le féticheur brûla le boubou dans le feu sacré, jeta les coris d'or dans les flammes, et plaça le cheveu de Bakary au centre d'une amulette maudite. Bakary, fils de Dantigui, ton destin est scellé, tu partiras loin de Ségou, tu seras oublié, ton nom s'effacera, ta gloire disparaîtra, ainsi soit-il. Le feu explosa dans une gerbe d'étincelles rouges, le vent hurla comme un démon libéré, et quelque part, à Ségou, dans son sommeil, Bakary sentit une douleur étrange traverser sa poitrine. Le sort était jeté. Au matin, la mère de Bakary entra dans sa case pour le réveiller. La case était vide. « Bakary, Bakary mon fils, où es-tu » cria la mère d'une voix inquiète. Elle chercha partout, dans la cour, aux latrines, au puits. Rien. On alerta le père, on interrogea les serviteurs, on fouilla toute la concession. Bakary avait disparu, sans laisser de traces, sans un mot, sans explication. Le père, paniqué, s'écria « Mon fils, où est mon fils ? Que quelqu'un le retrouve !» Des hommes partirent dans toutes les directions. Ils fouillèrent Ségou de fond en comble, interrogèrent tous les marchands, questionnèrent tous les voyageurs. Personne n'avait vu Bakary. C'était comme s'il s'était évaporé dans l'air. Mais le plus étrange, c'est ce qui commença à se produire dans les jours suivants. Les gens commençaient à oublier. Dantigui avait un fils, non ? Un garçon intelligent ? Comment s'appelait-il déjà ? Disait un vieux marchand. Je me souviens vaguement d'un jeune homme, mais son visage m'échappe, répondit un autre. Une autre femme, troublée, s'interrogea. Il y avait bien quelqu'un que tout le monde admirait, mais qui, je ne me souviens plus. Le sortilège fonctionnait. Bakary était effacé. Non seulement de Ségou, mais de la mémoire même des gens. Konaté, lui, observait tout cela avec un mélange de satisfaction et d'horreur. C'est ce que je voulais, n'est-ce pas ? Qu'il disparaisse, qu'on l'oublie. Alors pourquoi ce vide dans mon cœur ? Bakary se réveilla dans le désert. Il ne savait pas comment il était arrivé là. Il ne se souvenait de rien après s'être endormi dans sa case. Autour de lui s'étendait à perte de vue le sable doré du Sahara. Où suis-je ? Comment suis-je arrivé ici ? Il marcha pendant des jours, suivant le soleil, cherchant de l'eau, survivant par miracle. Finalement, il atteignit un petit village. Un village si loin de Ségou que personne n'y avait jamais entendu parler du royaume Bambara. Là, épuisé, affamé, à bout de force, il s'effondra devant la case du chef du village. Une vieille femme le trouva. Elle s'appelait Aminata, et elle avait un cœur aussi grand que le désert était vaste. « Mon enfant, d'où viens-tu ? Qu'est-ce qui t'a conduit ici ?» Bakary ouvrit la bouche pour répondre. Mais les mots ne vinrent pas. Il voulait dire « Je viens de Ségou », mais le nom de sa ville natale s'effaçait de son esprit comme du sable balayé par le vent. Il voulait dire « Je suis le fils de Dantigui », mais le nom de son père lui échappait. Paniqué, il répondit « Je ne me souviens pas, je ne me souviens de rien. Qui suis-je ? D'où viens-je ? J'ai tout oublié. » Le sortilège n'avait pas seulement effacé Bakary de la mémoire des autres. Il avait aussi effacé ses propres souvenirs. Il ne savait plus qui il était. Aminata recueillit le jeune homme sans nom. Elle le nourrit, le soigna, lui donna un toit. « Tu ne te souviens de rien, mon enfant. Sois, alors nous allons construire ensemble une nouvelle vie, un nouveau nom, un nouveau destin. » Elle l'appela Sédou, celui qui est né 2 fois. Et Sédou, car c'était désormais son nom, commença une nouvelle vie. Mais même sans mémoire, même sans savoir qui il était, son intelligence restait intacte. En quelques mois, Sédou devint indispensable au village. Il réorganisa le système d'irrigation, doublant les récoltes. Il négocia de meilleurs prix avec les caravanes qui passaient. Il soigna les malades avec des plantes qu'il identifiait instinctivement, sans savoir comment il connaissait leurs propriétés. Un villageois admiratif s'exclama « Ce Sédou, c'est un don du ciel.
On dirait qu'il sait tout faire. Un autre continua. Il a dû être quelqu'un d'important dans sa vie d'avant, un conseiller peut-être, ou un sage. Les années passèrent. Seydou devint l'homme le plus respecté du village. On venait de loin pour demander ses conseils, les caravanes le saluaient, les marabouts discutaient avec lui. Sa réputation grandit, et grandit, et grandit encore, jusqu'à ce qu'elle atteigne les oreilles d'un voyageur qui se rendait à Ségou. 15 ans avaient passé depuis la disparition de Bakary. Ségou avait changé. Le père d'Antigui était mort de chagrin, n'ayant jamais retrouvé son fils bien-aimé. La mère vivait retirée, pleurant un enfant dont elle ne se souvenait presque plus. Konaté avait hérité de l'empire commercial familial, mais le succès lui échappait. Chaque transaction qu'il menait échouait. Chaque caravane qu'il envoyait était pillée. Chaque investissement tournait au désastre. C'était comme si une malédiction pesait sur lui, et c'était le cas. Car le proverbe bambara dit « Juguya ba yere lazé ». Le mal retourne toujours à son auteur. Un jour, un voyageur arriva chez Konaté. Tout excité, il déclara « Maître Konaté, j'apporte des nouvelles extraordinaires. Dans le désert, à 15 jours de marche, j'ai rencontré un homme appelé Seydou. Un sage incroyable. Il conseille les rois. Les caravanes se détournent de leur route pour le consulter. On dit qu'il a transformé un village misérable en cité prospère. » Konaté hocha distraitement la tête. « Et alors, en quoi cela me concerne-t-il » Le voyageur répondit. « Parce que je pense qu'il pourrait sauver ton commerce. Tes affaires périclitent, tout Ségou le sait. Mais cet homme, ce Seydou, c'est un génie. Il a environ 30 ans, le teint clair, une cicatrice étrange sur l'épaule gauche. » Konaté se figea. Une cicatrice sur l'épaule gauche. Bakary avait une cicatrice sur l'épaule gauche. Une brûlure d'enfance. « Continue. Décris le mieux, » demanda Konaté. Le voyageur décrivit Seydou. Les yeux, le sourire, la façon de parler, la gentillesse naturelle. Chaque détail résonnait. C'était lui. C'était Bakary. Konaté sentit le sol se dérober sous ses pieds. Non, non, c'est impossible. Le sortilège devait l'effacer, le faire oublier, l'anéantir. Mais il a survécu, il a prospéré, il est devenu encore plus grand. Le destin ne peut pas être détourné. Konaté partit immédiatement pour le désert. Il devait savoir. Il devait voir de ses propres yeux. 15 jours de voyage, 15 jours de tourments, 15 jours où la culpabilité le rongeait comme un ver dans un fruit. Finalement, il arriva au village. Et il le vit. Seydou, Bakary, son frère. Bakary était assis sous un grand arbre, entouré de villageois qui l'écoutaient avec vénération. Il parlait avec sagesse, riait avec douceur, conseillait avec intelligence. Il était magnifique, accompli, heureux. Konaté s'approcha lentement, le cœur battant à tout rompre. « Seydou » Bakary leva les yeux et sourit poliment, comme il souriait à tous les visiteurs. « Oui, étranger. Comment puis-je t'aider » Il ne le reconnaissait pas. 15 ans, le sortilège, l'oubli. Konaté sentit les larmes monter. « Tu ne me reconnais pas. Je suis désolé, ami. J'ai perdu la mémoire il y a longtemps. Je ne me souviens de rien avant mon arrivée ici. Pourquoi ? Nous nous connaissions ?» Konaté ouvrit la bouche. Il pouvait tout avouer, demander pardon, révéler l'horrible vérité. Mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Car que dire ? « Je suis ton frère et je t'ai maudit par jalousie. »« Non, non, nous ne nous connaissions pas. Je me suis trompé, pardon. » Il fit demi-tour et s'enfuit. Konaté retourna à Ségou, le cœur détruit. Il avait voulu anéantir son frère. Mais le destin avait transformé sa malédiction en bénédiction. Bakary, même sans mémoire, même exilé, même dépouillé de son nom, était devenu ce qu'il devait devenir. Un grand homme, un sage, un conseiller respecté. Car voilà ce que Konaté n'avait pas compris. On ne peut pas détruire un destin écrit dans les étoiles. On peut retarder, on peut détourner, on peut compliquer. Mais ce qui doit être, sera. Les années suivantes furent terribles pour Konaté. Sa culpabilité le rongea vivant. Il ne dormait plus, ne mangeait plus, ne trouvait plus de paix. Son commerce s'effondra complètement. Ses caravanes disparaissaient. Ses associés le quittaient. La malédiction qu'il avait lancée sur son frère était revenue le frapper au centuple.
Un soir, désespéré, il retourna voir le féticheur Tiekura. Mais la case était vide, abandonnée. Le féticheur avait disparu. Sur le sol, gravé dans la terre, un message. Celui qui détourne le destin paie le prix. Konaté tomba à genoux et pleura. Les années passèrent. La réputation de Seydou grandit au-delà des déserts. On parlait de lui dans tout le Sahel. Les rois le consultaient, les savants venaient apprendre de lui. Il devint conseiller de plusieurs royaumes. Médiateur entre tribus en guerre, sage dont la parole valait de l'or. Et un jour, très vieux, alors qu'il était assis sous son arbre préféré, entouré de ses disciples, Seydou eut une vision. Il vit un jeune garçon courant dans les rues d'une grande cité. Ségou, il se vit lui-même, enfant, heureux, entouré d'amour. Il vit un frère aîné qui le regardait avec envie. Il vit la trahison, le sortilège, l'exil. Tout lui revint, tout. Il s'exclama « Ah, ainsi c'était donc ça !» Ses disciples le regardèrent, inquiets. « Maître Sédou, que se passe-t-il » questionna l'un de ses disciples. Sédou sourit, un sourire paisible, sans colère, sans amertume. « Je viens de me souvenir, je viens de comprendre, et savez-vous ce que j'ai compris ? Que mon frère m'a rendu service. » Les disciples choqués. « Service ? Mais il vous a maudit, exilé, effacé. » Mais Bakari répondit avec une profonde sagesse. « Oui, et sans cette malédiction, je serais resté à Ségou. J'aurais été conseiller du roi, peut-être, riche, peut-être. Mais aurais-je touché autant de vies? Aurais-je appris autant? Serais-je devenu ce que je suis? Mon frère voulait détruire mon destin, mais il l'a accompli. Car le destin trouve toujours son chemin, même à travers la malédiction. Je lui pardonne. Où qu'il soit, j'espère qu'il a trouvé la paix. » On raconte que Konaté apprit, avant sa mort, le pardon de son frère. On dit qu'il pleura toutes les larmes de son corps. On dit qu'il passa ses dernières années à aider les pauvres, essayant de racheter sa faute. On dit qu'à sa mort, Bakari lui-même vint en vision et lui tendit la main. Quant à Bakari, devenu Seydou, il vécut jusqu'à 100 ans. Sa sagesse fut transmise de génération en génération. Les griots chantent encore son histoire. Les marabouts enseignent encore ses leçons. Cette histoire, tissée dans le temps comme les filles d'un boubou sacré, nous enseigne des vérités profondes. Que la jalousie est un poison qui détruit celui qui la porte. Que le destin ne peut être détourné par la sorcellerie ou la malveillance. Que même les plus grandes trahisons peuvent devenir des bénédictions déguisées. Et que le pardon libère non pas celui qui a fauté, mais celui qui pardonne. Comme dit le proverbe Bambara que Seydou aimait tant répéter, « Dunia kataake, nkakonuman kadi ». Le monde est vaste, mais un bon cœur est meilleur. Et ainsi s'accomplit le destin de Bakari. Non pas malgré la trahison, mais à travers elle. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à la partager et à laisser vos impressions en commentaire. À très bientôt.